C'était la nuit après. Les phares de ma vieille camionnette n'avaient rien tranché. Ils avaient juste mordu un peu le blanc aveuglant, comme si la tempête voulait nous garder pour elle. Je me souviens surtout du silence quand le moteur s'est coupé devant la cabane. Un silence lourd, pourtant rempli du souffle fragile des vies que j'avais arrachées à la mort. Lila, c'est le nom que je lui ai donné, était là, à l'arrière, sur une bâche pliée que je gardais pour les urgences. Son corps puissant, si fort et si épuisé, enveloppé dans une vieille couverture. Son souffle était superficiel, mais plus régulier, les chiots blottis contre elle, petites paquettes tremblantes de fourrure et de peur à peine dissipée. La route pour arriver ici, jusqu'aux confins de la Combe de l'Ours, près de Saint-Maurice, elle serpentait doucement, s'éloignant des rails maudits. Ma cabane, je l'avais construite de mes propres mains, des années auparavant, un tas de bois patiné et de pierres qui se fondaient dans le paysage comme pour s'excuser d'exister. J'avais toujours voulu que l'endroit ne demande rien, ne se fasse pas remarquer. Et moi non plus d'ailleurs. Les lumières étaient éteintes quand j'étais parti, plus tôt dans la soirée, mais je les ai allumées avant même de couper le contact. Une lueur jaune s'est répandue sur la neige, un soupir retenu que l'on exhale enfin. Bouger était devenu un effort. Mon épaule me lançait, une vieille blessure qui se réveillait avec la douleur, un rappel de choses que je préférais oublier. J'ai soulevé Lila en premier, murmurant des mots doux, des sons instinctifs qui n'étaient pas des ordres, juste une assurance muette. Sous la lumière crue, je voyais l'étendue de sa détresse, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son corps, les marques rouges et gonflées de la corde sous sa fourrure épaisse, l'intelligence dans ses yeux assombris, mais pas brisés. Je l'ai allongée près de l'âtre, sur une vieille couverture, faisant attention à ce que la chaleur l'atteigne sans l'accabler. Puis j'ai guidé les chiots vers elle, les arrangeant avec une tendresse qui m'a surpris moi-même. Des années que je n'avais rien touché d'aussi petit, d'aussi vulnérable. Les chiots ont répondu à l'instinct, se pressant contre leur mère, leurs petites pattes pétrissant sa fourrure, cherchant quelque chose de familier dans un monde qui venait de basculer. Je suis resté accroupi là un long moment, observant leurs petites poitrines se soulever et s'abaisser, conscient du silence qui s'installait autour de nous. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant, ce vide pesant qui amplifiait mes souvenirs. Celui-ci était rompu par des respirations, des mouvements discrets, le doux grattement de leurs griffes sur le bois. Et ça m'apaisait. Je me suis redressé lentement, mes articulations grinçant. Il fallait agir, rendre cet endroit sûr. J'ai sorti de l'eau, arraché des lanières propres d'une vieille serviette pour soigner les plaies de Lila, avec des gestes appris par nécessité, pas par entraînement militaire cette fois. Pendant que je travaillais, la tempête continuait sa danse implacable dehors. Mais à l'intérieur de la cabane, le monde s'était réduit à des tâches gérables. Le genre qui demande de l'attention, pas des réponses. Je venais de pousser une écuelle d'eau plus près quand j'ai entendu un léger coup à la porte, hésitant, comme incertain d'être le bienvenu. Mon cœur a fait un bond, chaque instinct s'est réveillé. J'ai dû me forcer à respirer avant de traverser la pièce. Quand j'ai ouvert, le froid s'est engouffré, et avec lui, la silhouette d'une femme juste derrière le seuil. Ses bottes couvertes de neige, une marmite nichée dans ses mains gantées. Elle était de taille moyenne, élancée mais pas fragile, les cheveux foncés tirés en un chignon lâche qui commençait à se défaire, quelques mèches attrapant la lumière du porche. Sa peau était pâle, un peu rosée par le froid, et ses yeux, d'un gris-vert doux, mêlaient prudence et gentillesse. « J'ai vu vos lumières », a-t-elle dit doucement, sa voix grave et posée. Elles sont allumées depuis un moment. C'était Marie Dupont, ma plus proche voisine, bien que nos interactions se soient limitées à de brefs hochements de tête ou à l'échange de mots nécessaires. Elle vivait seule dans une petite maison louée un peu plus loin sur la route, travaillait à distance pour une boîte de design et restait aussi discrète que moi.
Il y avait en elle une certaine retenue, pas de l'antipathie, mais une prudence délibérée, forgée par quelque chose qu'elle ne divulguait pas. J'avais remarqué, des mois plus tôt, la façon dont elle sursautait à un bruit soudain ou comment son sourire s'effaçait vite si l'attention s'attardait trop. Des signes d'un passé qui lui avait appris à se méfier. J'ai fait un pas de côté sans explication, et elle m'a suivi, s'arrêtant net en voyant les chiens. Son regard s'est immédiatement adouci. Cette part de réserve s'est dissipée en observant la scène. Lila près du feu, les chiots blottis, le témoignage silencieux du chaos récent. « Oh » a-t-elle murmuré, posant la marmite sur la table, comme si elle craignait de briser l'instant. « Ils sont magnifiques. » J'ai hoché la tête sans savoir quoi dire. Je n'avais pas l'habitude de partager mon espace ou mes histoires, et pourtant, la présence d'une autre personne ne me paraissait pas intrusive cette fois. Marie s'est agenouillée doucement, gardant ses distances, et a observé Lila avec une expression pensive. « Elle a l'air forte », a-t-elle dit, plus une observation qu'un réconfort. « Fatiguée mais forte », ai-je répondu avant de pouvoir me retenir. Elle les a protégés. Marie a levé les yeux vers moi, nos regards se sont croisés un bref instant, chargés de compréhension. « C'est ce que font les mères », a-t-elle simplement répondu. Elle a soulevé le couvercle de la marmite et l'odeur d'une soupe chaude et empli la cabane, riche et réconfortante. « Je me suis dit que vous auriez besoin de quelque chose de chaud », a-t-elle ajouté, comme gênée par sa gentillesse. C'est là que j'ai réalisé depuis combien de temps personne ne m'avait apporté quoi que ce soit sans aucune obligation. J'ai accepté la marmite avec un merci discret et j'ai regardé Marie se lever en brossant la neige de ses genoux. Elle est restée un instant près de la porte, absorbant la petite scène une dernière fois, puis a souri. Un sourire doux, sincère, qui transformait sa réserve habituelle en chaleur. « On dirait qu'ils ont trouvé la bonne maison », a-t-elle dit doucement, ces mots portant plus de poids qu'elle ne le savait. Pour être honnête, je ne me souviens plus exactement de l'heure où je suis tombé sur Lila et les chiots sur la voie ferrée. C'était tard, ça c'est sûr. La nuit était tombée comme une enclume sur la combe de l'ours. J'étais rentré d'un de ces petits boulots bénévoles que je prenais, aider les automobilistes bloqués sur les routes de montagne. Un truc que je faisais sans explication. Ça me permettait de bouger, de rester utile, d'éviter la stagnation où le regret avait tendance à s'installer. Il y a des années, une lumière chaleureuse dans une cuisine, le rire de ma femme dans le couloir, et la brutalité avec laquelle tout ça avait disparu. Je ne me permets jamais vraiment de revisiter ces souvenirs. Ils sont lourds, collants. Alors, j'étais là, au volant de ma camionnette, les pneus craquant dans la neige qui ne cessait de tomber. C'est le genre d'hiver ici qui s'installe sans coupe de théâtre, juste une persistance silencieuse et acharnée. La neige pâle recouvrait les collines du massif central, étouffait les sons, adoucissait les angles et transformait les routes étroites en longs rubans de silence blanc. J'avais la quarantaine passée, grand et costaud, le corps encore marqué par la discipline des commandos marines, même des années après mon service. Mon visage anguleux, buriné par le soleil, le vent et le sel, mes cheveux courts et sombres poudrés de gris aux tempes. Des yeux qui avaient appris à scruter chaque ombre sans même avoir l'air de regarder. La route a courbé doucement vers l'ancienne voie ferrée de Saint-Maurice, un vestige d'une époque révolue, quand les trains de marchandises traversaient la vallée avant que de nouvelles routes ne rendent celle-ci obsolète. J'ai ralenti instinctivement, balayant du regard la lisière des arbres et les rails à moitié enfouis. C'est là que quelque chose a percé le silence feutré de la tempête. Ce n'était pas fort, pas distinct au début, mais ça portait une qualité brisée, tendue, qui m'a fait serrer les mains sur le volant. Un son qui n'appartenait ni au vent, ni au métal, ni à la terre vide. J'ai baissé ma vitre malgré le froid, laissant la neige tourbillonner dans l'habitacle, et j'ai écouté. Le son est revenu, faible mais indubitable. Un gémissement bas, tremblant,
qui a tiré sur quelque chose de profond et d'immédiat en moi. J'ai garé la camionnette sur le côté et je suis sorti, mes bottes s'enfonçant dans la neige fraîche alors que le vent poussait contre mon manteau. L'air était vif, piquant mes poumons, mais je l'ai à peine remarqué en suivant le son vers les rails. Ce que j'ai vu là m'a coupé le souffle. Sur les rails gelés, une chienne berger allemand. Son corps puissant étiré le long de l'acier, comme si elle avait choisi elle-même l'endroit, sa fourrure épaisse, noire et fauve, emmêlée de neige et de glace. Une corde grossière était serrée autour de son torse et de ses pattes avant, mordant dans sa fourrure, et une bande de tissu sombre, raidie par le gel, couvrait ses yeux. Serrés contre son flanc, 3 très jeunes chiots, pas plus de quelques semaines. Leurs petits corps liés ensemble avec la même corde rugueuse, leurs minuscules visages bandés aussi, leurs flancs se battant faiblement alors qu'ils grelottaient. Lila a reconnu ma présence immédiatement. Sa tête s'est légèrement soulevée, et même si ses yeux étaient couverts, son corps s'est tendu en un arc protecteur au-dessus de ses petits. Elle a laissé échapper un son bas, pas un grognement, mais quelque chose de plus proche d'un avertissement, façonné par la peur plutôt que l'agression. Ma poitrine s'est serrée. J'avais déjà vu cette posture, sous différentes formes, dans des endroits lointains, quand quelqu'un savait que le danger arrivait et ne pouvait y échapper. Je me suis accroupi lentement, mes mouvements précautionneux, mes mains bien visibles. Doucement, ai-je murmuré, ma voix stable malgré la poussée d'adrénaline qui commençait à me parcourir. Tandis que j'observais la scène, une autre sensation m'a atteint, subtile mais indubitable. Une vibration sous mes bottes, faible d'abord, puis plus nette. J'ai tourné la tête et regardé le long de la voie. À travers la neige tombante, lointaine mais se rapprochant vite, une lumière rouge et terne perçait le blanc, suivie d'une autre. Les signaux jumelés d'un train de marchandises qui arrivait. Mon esprit est devenu clair, comme toujours sous pression. Distance, vitesse, temps. Pas assez. J'ai regardé les chiens à nouveau. La façon dont le corps de la mère s'arcuait autour de ses chiots, malgré la corde. L'impuissance imposée avec une telle délibération. Et quelque chose en moi a basculé. Il y a des années, on m'avait appris à ne jamais laisser personne derrière. Mais ce n'était pas l'entraînement qui me mouvait maintenant. C'était le poids de tous les moments où j'étais arrivé trop tard, où l'hésitation avait coûté des vies, où la survie avait ressemblé à une dette que je ne savais pas comment rembourser. La neige a fouetté plus fort autour de moi alors que le sifflet du train commençait à résonner dans la vallée, long et urgent. Je suis resté là, un seul battement de cœur, sentant la peur et la mémoire me tirer dans des directions opposées. Puis, j'ai plongé la main dans mon manteau, mes doigts se sont refermés sur la forme familière du couteau que je portais toujours par habitude, et j'ai avancé vers les rails. Le vent hurlait, les rails bourdonnaient, et quelque part au fond du bruit, une promesse que je m'étais faite un jour a ressurgi, claire et inévitable. Je n'ai pas tourné le dos, je n'ai pas reculé. J'ai avancé droit dans le blanc, alors que le klaxon déchirait la tempête et que la vallée semblait retenir son souffle. Le vent pressait plus fort maintenant, poussant la neige de côté sur les rails, alors que je m'agenouillais près de Lila. Mon souffle lent et contrôlé malgré l'urgence qui martelait ma poitrine. De près, je voyais le léger tremblement parcourir le corps de la chienne. Pas de la faiblesse, mais un effort. La tension de se tenir entre le danger et ses chiots, même entravés. Sa fourrure était épaisse et forte, le genre élevé pour l'endurance, bien que la glace s'accrochait aux poils plus longs le long de sa poitrine et de ses pattes. Une oreille portait une petite entaille, une vieille blessure cicatrisée depuis longtemps, et la forme de son crâne était noble et anguleuse, d'une intelligence indéniable. Même si ses yeux étaient couverts, sa conscience de ma présence était manifeste. Elle savait que j'étais là, connaissait le son de ma respiration,
le changement de mon poids, et elle a ajusté son corps pour mieux protéger les chiots, s'inclinant malgré la corde qui lui cisaillait la fourrure. Ce seul mouvement m'a frappé avec une force inattendue. J'avais déjà vu cet instant, pas chez des animaux, mais chez des hommes et des femmes qui avaient choisi de tenir bon quand la retraite aurait été plus facile. Ma main gantée a flotté à quelques centimètres de son épaule, puis s'est arrêtée. Le monde s'est rétréci, comme souvent lorsque quelque chose en moi s'alignait avec la mémoire plutôt que la raison. Je n'étais plus à la combe de l'ours. J'étais de retour dans la chaleur et la poussière, dans un endroit où l'air sentait le métal et la fumée, où des ordres avaient été criés par-dessus le rugissement des moteurs, et où une décision retardée de quelques secondes avait coûté des vies. Je me suis souvenu de ce moment avec une clarté cruelle. Un couloir étouffé de débris, un signal mal interprété, le son d'un homme appelant une fois, et puis plus jamais. J'avais été celui qui s'en était sorti. J'avais porté cette vérité comme un fardeau depuis lors, me disant que la survie n'était pas la même chose que l'absolution. La chienne a bougé de nouveau, un son grave grondant dans sa poitrine, et je me suis forcé à revenir au présent. La vibration sous la neige s'est renforcée, n'étant plus subtile, et les lumières rouges lointaines le long de la voie pulsaient faiblement à travers la tempête. J'ai jeté un coup d'œil aux chiots. 3 d'entre eux pressés l'un contre l'autre, leur corps si petit que la corde semblait surdimensionnée contre leur cadre fragile. Ils étaient à peine assez âgés pour comprendre la peur, pourtant leurs flancs frémissaient, leur souffle superficiel et irrégulier. Un chiot avait un masque plus foncé sur le visage. Un autre était plus clair, presque gris le long du museau, et le plus pet avait une fine raie sur le dos, comme une ombre coussue dans sa fourrure. J'ai senti quelque chose se tordre douloureusement dans ma poitrine. J'ai pensé aux mots qui m'avaient été inculqués il y a des années, prononcés par un homme à la voix usée par l'expérience. Personne n'est laissé derrière. Ce n'était pas un slogan alors, mais une promesse, une qui liait les gens plus étroitement que le grade ou le nom. J'y avais cru avec la certitude de la jeunesse, et même maintenant, brisée et remodelée par la perte, elle ressurgissait spontanément. J'ai compris soudain que ce n'était pas un test des habiletés ou de courage, mais de savoir si j'étais prêt à tenir cette promesse quand personne ne me regardait. La neige sifflait contre ma veste alors que je plongeais lentement la main dans mon manteau, mes doigts se refermant sur le poids familier de mon couteau. C'était une vieille habitude, une que je n'avais jamais complètement abandonnée, porter la lame même dans un endroit qui n'exigeait pas une telle préparation. Je l'ai sorti, le métal attrapant une fine tranche de lumière, et je l'ai tenu basse, faisant attention à ne pas effrayer la chienne. Je ne suis pas là pour te faire du mal, ai-je dit tranquillement. Les mots étaient autant pour moi que pour elle. Le son du klaxon du train m'a atteint, plus clair maintenant, résonnant le long des parois de la vallée, un avertissement qui coupait à travers la mémoire et le doute. Mon pouls s'est accéléré, mais mes mains sont restées stables. Je me suis rapproché, testant la neige, calculant les angles, planifiant déjà l'ordre dans lequel les cordes devaient céder. Dans mon esprit, le temps s'est comprimé en segments clairs et gérables, comme toujours lorsque l'action remplaçait la réflexion. Pourtant, sous cette clarté, un autre courant coulait, brut et profondément humain. Je me suis souvenu d'être resté seul après cette mission ratée. Le silence plus lourd que n'importe quel bruit, la façon dont j'avais rejoué chaque pas, chaque souffle, me demandant où j'aurais pu bouger plus vite, parler plus tôt, choisir différemment. La question m'avait suivi dans la vie civile, dans les nuits blanches et les pièces vides. Si j'avais été plus rapide, seraient-ils encore là? Maintenant, agenouillé dans la neige avec le train qui fonçait sur eux, la question s'est aiguisée en quelque chose de plus simple et de plus dangereux. Hésiterais-je à nouveau? La tête de Lila s'est légèrement tournée vers moi. Ses yeux bandés étaient cachés, mais son attention était concentrée.
Sa respiration s'est coupée et pendant une brève seconde, j'ai cru qu'elle pourrait se jeter malgré la corde, poussée par l'instinct. Au lieu de cela, elle est restée immobile, les muscles tendus, attendant. Ça aussi, c'était familier. La confiance offerte dans des circonstances impossibles. J'ai dégluti, le froid me brûlant la gorge, et je me suis penché assez près pour sentir la chaleur émanant encore de son corps malgré la glace. J'ai posé une main fermement contre le rail pour me stabiliser, et j'ai levé le couteau de l'autre. Le klaxon a retenti de nouveau, plus fort, la vibration dans l'acier était indubitable. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde, non par peur, mais en reconnaissance du choix qui s'offrait à moi. J'ai pensé à la cabane qui m'attendait sur la route, vide et silencieuse, et à la vie que j'avais construite et en évitant des moments exactement comme celui-ci. Puis j'ai rouvert les yeux et j'ai laissé cette vie s'effacer. Cette fois, ai-je murmuré dans la tempête, ma voix presque emportée par le vent, je suis là. Avec ça, j'ai positionné la lame contre le premier nœud, mes muscles contractés et prêts, le passé reculant alors que le présent exigeait tout ce que j'avais à donner. Au moment où j'ai placé la lame contre le premier nœud, le monde s'est réduit au mouvement et à la pression, au son et au timing, comme toujours lorsque l'instinct prend le dessus. Le rail d'acier sous ma paume vibrait fortement maintenant, non plus un avertissement lointain, mais une chose vivante bourdonnant de force, et la neige autour de mes genoux frissonnait par de faibles ondulations. Je ne me suis pas précipité, car la précipitation mène aux erreurs, et les erreurs coûtent des vies. Au lieu de cela, j'ai respiré une fois, profondément et mesurément, et j'ai tiré. Les fibres de la corde ont cédé avec un claquement étouffé, raide de glace, mais n'ayant aucune chance face à des mains entraînées. Le plus petit chiot a été libéré en premier, son minuscule corps s'affaissant contre la neige, les pattes faibles et incertaines. Je l'ai ramassé doucement, berçant la chaleur fragile contre ma poitrine pendant une demi-seconde, avant de le glisser en sécurité derrière un support en acier où le vent était moins cruel. Le chiot a émis un son fin, surpris, puis s'est tu, sentant la sécurité sans la comprendre. Le klaxon a de nouveau hurlé, assez proche maintenant pour que je le sente dans mes côtes, mais mes mains n'ont pas tremblé. Je suis passé au deuxième nœud, coupant la corde, liant le chiot de couleur plus claire, puis le troisième, celui plus foncé avec les marques ressemblant à un masque. Chaque chiot a tremblé violemment une fois libéré, leur petit cœur battant la chamade, mais aucun n'a essayé de fuir. Ils sont restés prêts, se pressant instinctivement vers l'endroit où leur mère gisait entravée. Lila a réagi à chaque libération par une inspiration vive, ses muscles se contractant comme si elle voulait se lever, malgré la corde qui lui cisaillait la poitrine. Un son bas a grondé de sa gorge, brut et urgent, et j'ai reconnu non pas de l'agression, mais un commandement, le langage sans voix de la protection. Je sais, ai-je murmuré, ma voix à peine audible sous la tempête alors que je me rapprochais d'elle. La vibration était devenue féroce maintenant. Les rails bourdonnaient comme des fils tendus, et les lumières rouges du train brûlaient plus fort à travers la neige, peignant le sol blanc de flashs éphémères de couleur. J'ai ajusté ma position, mes bottes glissant légèrement sur le gravier recouvert de glace, et j'ai porté le couteau à la corde enroulé autour de la puissante poitrine et des pattes avant de la chienne. De près, je voyais les dégâts plus clairement. La fourrure frottée à vif sous la ligature. La peau rougie et enflée. Des preuves d'une douleur endurée bien trop longtemps. Ma mâchoire s'est serrée, la colère a éclaté, vive et chaude sous l'extérieur calme que j'avais appris à afficher. Celui qui avait fait ça n'avait pas simplement voulu que les chiens disparaissent, il les avait voulus impuissants. La lame a mordu dans la corde, et pendant une fraction de seconde, elle a résisté, gelée, avant de céder. Lila a tressailli au relâchement de la pression, son corps faisant un bond en avant,
Mais elle n'a pas mordu ou ne s'est pas débattue. Elle s'est plutôt figée, incertaine, les yeux bandés, la tête tournant légèrement comme si elle cherchait la source du soulagement. J'ai glissé un bras sous sa poitrine et l'autre sous son arrière-train, me préparant à son poids. Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait, un muscle solide sous l'épuisement, et l'effort m'a arraché un grognement alors que je la soulevais. Une douleur a éclaté le long de mon épaule où une vieille blessure protestait, mais je l'ai ignorée. Le klaxon a de nouveau retenti, assourdissant maintenant, l'air lui-même semblant se déchirer alors que le train fonçait. J'ai trébuché en avant, mes bottes s'enfonçant dans la neige et la pierre, emportant Lila loin du rail. Derrière moi, les chiots s'agitaient maladroitement, leurs minuscules pattes glissant alors qu'ils suivaient le son et l'odeur de leur mère. J'ai atteint le talus juste au moment où le sol commençait à trembler violemment. La force de la locomotive déferlant avec une inertie imparable. Avec une dernière poussée d'effort, j'ai à moitié grimpé, à moitié chuté par-dessus le bord, tordant mon corps pour protéger la chienne, alors que nous roulions dans une congère de l'autre côté. Les chiots ont dévalé après nous, une dispersion de formes sombres sur le blanc. Le train a donné un battement de cœur plus tard, un mur rugissant de métal et de vent. Des étincelles hurlant de l'acier alors qu'il déchirait l'espace que nous avions occupé quelques secondes auparavant. Je me suis instinctivement recroquevillé, un bras verrouillé autour de Lila, l'autre levé pour protéger ma tête alors que la neige et le sable nous bombardaient. Le son était accablant, une chose physique qui me pressait, me secouait les os et me coupait le souffle. Puis, tout aussi brusquement, c'est parti. La vallée est retombée dans un silence stupéfait, brisé seulement par le sifflement de la neige qui tombait et le son haletant de ma respiration. Je suis resté là un instant, la poitrine soulevée, le cœur battant comme s'il cherchait à s'échapper. Lentement, j'ai desserré ma prise et j'ai bougé, me poussant sur un genou. Lila gisait à côté de moi, ses flancs se soulevant et s'abaissant rapidement, son corps tremblant maintenant, non par contrainte mais par le choc et le froid. Les chiots se sont blottis contre elle, attirés par l'instinct, leur petite forme pressée dans sa fourrure. J'ai tendu la main et j'ai délicatement dénoué le tissu qui lui couvrait les yeux, mes doigts doux malgré l'urgence qui vibrait encore en moi. Quand le bandeau a été retiré, ses yeux se sont ouverts en grand, sombres et brillants, reflétant la confusion, la peur et quelque chose d'autre qui m'a serré la gorge. Elle m'a fixé, me voyant vraiment maintenant, et pendant une longue seconde, aucun de nous n'a bougé. La neige s'est accumulée sur mes cils et fondue sur ma joue, mais je ne l'ai pas essuyée. Je me suis senti étrangement exposé, agenouillé là, à découvert, comme si l'instant exigeait l'honnêteté plutôt qu'une armure. Lila s'est avancée légèrement, prudente mais délibérée, et a tendu son museau. Il a effleuré ma main gantée, chaud et humide, un contact bref et hésitant qui ne portait aucune menace, seulement de la reconnaissance. J'ai expiré, un son mi-rire, mi-sanglot, et je me suis laissé retomber sur mes talons, la force m'abandonnant d'un coup maintenant qu'elle n'était plus nécessaire. Je suis resté là, agenouillé dans la neige à côté d'eux, laissant la tempête continuer sa chute lente et indifférente, conscient de rien d'autre que du fait qu'ils étaient vivants, et que pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, le poids sur ma poitrine me semblait plus léger, comme si quelque chose d'enfoui s'était enfin éveillé. Le lendemain, le matin s'est glissé dans la combe de l'ours sans cérémonie. La tempête s'est transformée en une chute pâle et régulière qui adoucissait les contours de la violence de la nuit. Je me suis retrouvé éveillé bien avant que la lumière n'atteigne pleinement les fenêtres de la cabane, écoutant les petits sons irréguliers de la vie derrière moi. Lila était étendue près de l'âtre, sa respiration plus profonde maintenant, un rythme lent qui stabilisait la pièce,
tandis que les chiots s'agitaient par de brèves et maladroites poussées, leurs petits corps testant la chaleur et l'espace, comme s'ils n'étaient pas sûrs que le danger était vraiment passé. Je me suis déplacé silencieusement, attentif à chaque pas, les habitudes de vigilance toujours ancrées dans mes muscles, et j'ai préparé du café que j'ai à peine goûté. J'avais passé les premières heures à nettoyer les dernières strass de fibres de corde de la fourrure de lilas, découvrant des contusions sous le pelage et l'empreinte ténue de la cruauté dans le motif des nœuds. Des détails qui me laissaient plus froid que le temps dehors. Quand le soleil s'est finalement montré, une mince tache grise au-delà des arbres, j'ai pris mon téléphone et j'ai bandé un appel que j'avais envisagé depuis le moment où j'avais vu les bandeaux. Sophie Leroux a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix claire et alerte malgré l'heure, le son de quelqu'un habitué à être sollicité. Sophie avait la quarantaine, les pommettes saillantes et un calme pratique qui transparaissait dans sa façon de parler autant que dans sa façon de travailler. Ses cheveux auburn étaient généralement tirés en une tresse basse pour ne pas la gêner, et ses yeux, d'un bleu stable, ne laissaient rien passer. Elle avait grandi dans une famille d'éleveurs non loin de là, avait appris très tôt que les animaux mentent rarement sur la douleur, et portait cette compréhension dans sa pratique avec une compassion tranquille et implacable. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé, elle n'a ni interrompu ni adouci son ton. « J'arrive », a-t-elle simplement dit. Ne les bougez pas plus que nécessaire. Sophie est arrivée dans l'heure, son camion craquant sur la neige, un sac en toile jeté sur son épaule alors qu'elle entrait dans la cabane avec une assurance mesurée. Elle n'a fait qu'une brève pause pour observer la scène, la mâchoire se resserrant presque imperceptiblement, alors que son regard se posait sur Lila et les chiots. S'agenouillant à côté d'eux, elle a travaillé méthodiquement, ses mains douces mais précises, vérifiant les poux, examinant les abrasions, soulevant la fourrure pour révéler l'histoire écrite en dessous. J'observais à courte distance, ressentant l'impuissance familière qui accompagne l'attente pendant que quelqu'un d'autre fait le travail nécessaire. Marie Dupont est arrivée peu après, son manteau poudré de neige, ses cheveux toujours lâchement attachés, les yeux marqués de préoccupation plutôt que de sommeil. Elle s'est déplacée silencieusement, respectant la gravité de la pièce, et s'est mise à faire bouillir de l'eau, sa présence offrant un contrepoint domestique stable à la concentration clinique près de l'âtre. Sophie a parlé en travaillant, non pour combler le silence, mais pour l'ancrer. Ces liens n'étaient pas improvisés, a-t-elle dit, traçant les marques d'un doigt ganté. Les nœuds sont délibérés. Celui qui a fait ça savait exactement comment restreindre les mouvements sans les tuer tout de suite. Elle a soulevé l'une des bandes de tissu raide de glace séchée et de terre. Et bander les yeux des animaux comme ça n'est pas aléatoire. Cela réduit la résistance panique. Ce n'était pas un accident. Les mots ont atterri lourdement, s'installant dans ma poitrine avec un poids que je connaissais. J'avais déjà vu l'intention déguisée en chaos. Les mains de Marie se sont arrêtées à l'évier et elle s'est légèrement tournée, son visage pâle mais composé. « Quelqu'un voulait qu'il meure », a-t-elle dit doucement, la déclaration plus une reconnaissance qu'un choc. Sophie a hoché la tête une fois et qu'il disparaisse. Pas de traces, pas de témoins. Elle m'a regardé, nos yeux se sont rencontrés, son expression ne contenait ni accusation ni réconfort, seulement la vérité. Ce n'était pas la première fois. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec le train, les chiens ligotés et cette froide intention derrière, c'était d'une absurdité totale, non? Je veux dire, pensez-y. Qui ferait une chose pareille? Pourquoi? On ne parle pas de survie ou de chasse. C'est de la pure cruauté. Dans l'armée, on voit des choses atroces, des horreurs. Mais là, dans le silence de la combe de l'ours, c'était un autre genre de noirceur. Ça me hante, cette pensée. Est-ce que les gens sont vraiment capables de tant de mal gratuitement, juste pourquoi? Pour exercer un pouvoir? C'est fou. Je ne sais pas.
Peut-être que j'essaie juste de donner un sens à l'insensé. Peut-être que je cherche un schéma quand il n'y en a pas. Mais cette impression, ce dégoût, il reste. Ça me fait me poser des questions sur tout. Et ça ne me quitte pas, même maintenant. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chiens. Pendant que Sophie continuait son évaluation, expliquant ce qui serait nécessaire pour traiter les infections et gérer le choc, Marie s'est mise à parler, les mots sortant comme s'ils avaient attendu un moment comme celui-ci. Chalet nous a raconté, à Sophie et à moi, la ville qu'elle avait laissée derrière, la relation qui avait commencé par du charme et s'était terminée par du contrôle, la façon dont l'isolement s'était insidieusement installé jusqu'à ce qu'elle doute de sa propre perception du danger. Sa voix était calme, mais ses doigts se tordaient inconsciemment, une habitude née de longues nuits passées à mesurer le silence pour toute menace. Quand personne ne vous croit, a-t-elle dit, les yeux fixés sur le sol, vous finissez par croire que vous le méritez. J'ai écouté sans commentaire, comprenant plus que ce que je dirais. Sophie a fini de bander la poitrine de Lila et s'est assise sur ses talons, absorbant les mots de Marie avec un froncement de sourcils pensif. Les gens qui font ça, a-t-elle dit, gesticulant vers les cordes, comptent sur ce silence. Elle a soigneusement rangé ses outils, puis a regardé autour de la cabane comme si elle cartographiait l'avenir. Lila aura besoin d'antibiotiques et de repos. Les chiots devront être nourris toutes les quelques heures. J'apporterai des fournitures cet après-midi. Elle a hésité, puis a ajouté, sa voix plus basse maintenant. Vous devriez aussi être prudent. Je me suis légèrement redressé. Prudent comment? Sophie a croisé mon regard, la réserve professionnelle s'effaçant juste assez pour révéler de l'inquiétude. Celui qui a fait ça ne va pas juste s'en aller. La phrase est restée suspendue, sans fioriture, et j'ai senti l'ancienne préparation se réveiller en moi. Non pas la peur, mais la conscience. J'ai hoché la tête une fois, la décision se formant déjà, tandis qu'à l'extérieur, la vallée retenait son souffle sous un ciel d'une quiétude trompeuse. La nuit après l'avertissement s'est passée sans incident, mais je n'ai pas confondu le silence avec la sécurité. Au matin, la combe de l'ours était recouverte d'une couche propre et trompeuse de neige fraîche, effaçant les traces et les preuves avec une égale indifférence. Je savais que si des réponses devaient être trouvées, elles n'attendraient pas. Je suis parti avant le lever du soleil, laissant la cabane calme et chaude derrière moi, confiant dans la force de Lila et dans la porte verrouillée pour faire son travail. La route vers le col de Saint-Maurice était étroite et rarement utilisée en hiver, grimpant régulièrement à travers les broussailles et la pierre. Je l'ai conduite lentement, les yeux rivés sur les marges où la neige rencontrait le terrain, là où les erreurs avaient tendance à se révéler. Des années en uniforme m'avaient appris que les gens disparaissaient rarement complètement. Ils laissaient des motifs, et les motifs racontaient des histoires. Près d'un virage où le vent avait presque dénudé le sol, je l'ai vu. Une trace compacte trop large pour la faune, enfoncée assez profondément pour suggérer du poids et de la répétition. Je me suis arrêté, accroupi, et j'ai tracé le bord avec une main gantée, notant la bande de roulement, l'angle, la façon dont elle coupait le flux naturel de la terre. Quelqu'un était venu ici plus d'une fois. J'ai suivi les signes attentivement, parfois à pied, parfois en voiture, me laissant guider par le terrain plutôt que de forcer un chemin. La piste m'a conduit vers une structure abandonnée à moitié cachée par la roche et la neige, un bâtiment industriel bas en retrait de la route près du col de Saint-Maurice. Ses murs ondulés étaient rouillés de traînées ternes de brun et d'orange. L'endroit avait l'air oublié, mais j'ai immédiatement ressenti l'anomalie, la sensation d'une utilisation récente s'accrochant à lui comme un résidu. Je me suis approché sous le vent, faisant un large cercle, notant la croûte de neige brisée près de l'arrière et un faible bourdonnement de vieux câbles tirant encore de l'énergie de quelque part. À l'intérieur, l'air était plus froid que prévu
aiguisé par l'odeur du métal, de l'huile et de quelque chose d'autre qui me serrait l'estomac. Des chaînes pendaient des crochets de plafond, leurs maillons marqués et lisses aux endroits où le mouvement avait été forcé. Le long d'un mur se trouvait une rangée de cages en acier, certaines tordues, certaines renforcées, toutes marquées de rayures et de taches séchées qui parlaient de panique et de confinement. Dans un coin, un système de surveillance rudimentaire clignotait faiblement. Une caméra inclinée vers les cages, une autre vers la porte. Je suis resté immobile un long moment, laissant les preuves se mettre en place. Ce n'était pas une cruauté opportuniste. C'était organisé, délibéré. J'ai tout documenté soigneusement avec mon téléphone, me déplaçant avec la même précision méthodique que j'utilisais autrefois en mission, conscient que l'instinct d'agir devait maintenant être tempéré par la nécessité d'exposer plutôt que d'affronter. Dehors, j'ai remarqué des marques de pneus fraîches, partiellement masquées par la neige, et à proximité, des bouts de cordes jetées correspondant à ceux que j'avais coupés sur l'îlot. Le lien n'était plus théorique. Pendant que je travaillais, Marie Dupont faisait quelque chose dont elle ne s'était pas crue capable des mois auparavant. Depuis la fenêtre de son salon, elle avait toujours gardé un œil sur la route par habitude plutôt que par suspicion, une vigilance apprise, née d'années passées à évaluer les humeurs et les sorties. Elle était assise à son petit bureau, son ordinateur portable fermé, un carnet ouvert, sa plume se déplaçant régulièrement, alors qu'elle passait en revue les dates et les heures qu'elle avait à moitié remarquées auparavant. Une camionnette sombre avec un panneau arrière cabossé, une fourgonnette blanche au ralenti trop longtemps près des voies, des plaques d'immatriculation aperçues à travers la neige et la distance, des chiffres qu'elle avait alors considérés comme de la paranoïa. Son écriture était soignée mais serrée, chaque ligne étant un acte de résolution tranquille. Marie n'était pas grande, mais il y avait une force compacte dans sa stature, une résilience façonnée par la nécessité plutôt que la confiance, et tandis qu'elle écrivait, elle a senti quelque chose d'inhabituel se mettre en place. Elle ne regardait plus pour survivre, elle regardait pour témoigner. Quand je l'ai appelée du col de Saint-Maurice, ma voix calme mais déterminée, elle a écouté sans m'interrompre, puis a lu les numéros de plaque à voix haute, confirmant ce que je soupçonnais. « Je pense qu'ils sont connectés », a-t-elle dit, son ton stable malgré le tremblement de ses mains. « J'en suis sûr. » J'ai expiré lentement. « Ça suffit, ai-je dit. C'est plus que suffisant. » Je suis revenu à la cabane en fin d'après-midi, le poids de ce que j'avais vu pesant sur moi, mais pas dans l'isolement. Lila m'a accueilli à la porte, se déplaçant plus facilement maintenant, ses yeux alertes, sa présence rassurante. Les chiots se sont bousculés à ses pieds, maladroits et sans peur, et j'ai senti une protection féroce me traverser, aiguisée par la certitude. J'ai étalé les preuves sur la table, des photos et des notes formant un récit clair d'intention et de répétition. Ce n'était pas quelque chose à gérer discrètement ou seul. J'ai passé l'appel alors que la lumière commençait à décliner, contactant les autorités fédérales qui traitaient le trafic animalier interétatique et la cruauté organisée, expliquant ce que j'avais trouvé avec la clarté de quelqu'un habitué à être écouté. Je n'ai pas enjolivé ou supplié. J'ai énoncé des faits, des motifs, des lieux, et j'ai fourni la documentation. L'agent, à l'autre bout du fil, a écouté attentivement, a posé des questions précises et a promis une action immédiate. Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose bouger, subtil, mais profond. Pour la première fois depuis que j'avais quitté l'armée, j'avais choisi le soutien plutôt que la solitude, sans me sentir diminué par cela. Marie est arrivée peu après, son carnet sous le bras, son visage pâle mais déterminé. Elle m'a tendu les pages sans cérémonie. « Au cas où ils en auraient besoin », a-t-elle dit. J'ai croisé son regard, reconnaissant le courage là où elle n'aurait pu voir que de la peur auparavant. Dehors, la neige a recommencé à tomber, légère et persistante, recouvrant la vallée de couches silencieuses.
Mais en dessous, maintenant, se trouvait la vérité, découverte et indéniable. J'ai regardé Lila, la ligne stable de son corps entre l'âtre et la porte, et j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas affronté en silence. Le printemps ne s'est pas annoncé bruyamment à la combe de l'ours. Il est arrivé comme la guérison souvent, discrètement, presque avec des excuses, avec des matins qui portaient plus de lumière que de froid, et une neige qui s'adoucissait en eau au lieu de mordre la peau. J'ai remarqué le changement, non pas parce que je le cherchais, mais parce que Lila l'a fait. Elle a commencé à s'attarder plus longtemps sur le porche, sa posture maintenant détendue, son regard autrefois méfiant suivant la lente fonte le long de la lisière des arbres, comme pour confirmer quelque chose qu'elle avait déjà décidé. Les événements qui ont suivi l'appel aux autorités fédérales se sont déroulés avec une efficacité que j'ai reconnue d'une autre vie, une que j'avais cru terminée. Des véhicules banalisés sont apparus sur la route près du col de Saint-Maurice. Des hommes et des femmes en sont sortis avec des mouvements mesurés et des yeux vifs, leurs vêtements simples, mais leur présence indubitable. Les arrestations se sont produites sans spectacle. Le groupe responsable de l'entrepôt abandonné, des cages, des chaînes et de la tentative d'effacer des créatures vivantes sans témoin a été démantelé pièce par pièce. Leur opération a été exposée non par la force, mais par la patience et la preuve. J'ai brièvement parlé avec les agents, répondant aux questions, remettant des photos et des notes, mon rôle clair mais circonscrit. Quand ce fut fini, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un profond et stable relâchement, comme si quelque chose longtemps serré en moi s'était enfin détendu. Les chiots n'ont pas compris la justice, mais ils ont compris le changement. Espoir a été le premier à partir, porté avec soin par un couple âgé qui vivait près de la crête sud, leurs mains douces, leur voix calme, leurs yeux brillants d'une gratitude tranquille qui ne nécessitait aucune explication. Lily a suivi quelques jours plus tard, adoptée par une jeune famille dont la ferme résonnait des rires d'enfants et de la promesse de chaleur. Ben, le plus petit, est parti en dernier, blotti dans les bras d'une institutrice à la retraite aux cheveux argentés et au visage ridé qui rayonnait de patience. Chaque adieu portait sa propre douleur, mais aucun ne ressemblait à une perte. Lila a observé chaque départ avec une acceptation sereine, sa queue remuant une fois, lentement et sûrement, comme si elle comprenait que la sécurité signifiait parfois lâcher prise. Elle n'a pas essayé de suivre. Quand la cabane est redevenue plus silencieuse, elle a choisi sa place à mes côtés sans hésitation, se blottissant près de l'âtre la nuit et se levant avec moi chaque matin, sa présence non plus méfiante, mais compagne. La station de sauvetage a commencé presque par accident. J'ai vidé l'ancien abri derrière la cabane, réparant le toit, renforçant les murs, installant de simples chenils construits avec les mêmes mains soigneuses qui assemblaient autrefois du matériel sous le feu. La nouvelle a voyagé comme toujours dans les petits endroits, portée non par des annonces, mais par l'observation. Un chien boiteux laissé au bord de la route, une boîte de chatons abandonnée découverte près du ruisseau. Je les ai accueillis sans commentaire, mon travail stable et sans histoire de la manière la plus importante. Sophie Leroux venait 2 fois par semaine, son camion familier maintenant dans l'allée, son maintien toujours aussi posé, bien que ses sourires venaient plus facilement. Elle soignait les plaies, administrait les vaccins et tenait les registres avec une précision tranquille, sans jamais exagérer l'importance de ce que nous faisions, mais sans jamais la minimiser non plus. Marie Dupont est devenue une présence régulière à sa manière. Elle arrivait avec des produits de nettoyage, des couvertures fraîches, ou simplement la volonté d'écouter, ses mouvements plus légers qu'ils ne l'avaient été lorsqu'elle avait mis le pied dans la cabane des mois auparavant. Elle avait coupé ses cheveux plus courts, un changement pratique qui encadrait son visage et accentuait la confiance calme qui commençait à s'enraciner dans son expression. Sa peau portait encore la douceur de quelqu'un qui passait de longues heures à l'intérieur à travailler devant un écran, mais il y avait une nouvelle couleur maintenant,
Un signe de jour passé dehors, d'une vie s'élargissant au-delà de la peur. Elle riait plus souvent, discrètement d'abord, puis sans s'excuser, et quand elle parlait de son passé, c'était avec distance plutôt qu'avec douleur. La station n'est pas devenue grande, mais elle est devenue réelle. Les voisins passaient avec de la nourriture, des fournitures ou des histoires. Les enfants apprenaient les noms des animaux et l'importance de la douceur. Lila est devenue à la fois gardienne et ambassadrice, son comportement stable, rassurant même les visiteurs les plus hésitants. Je me suis retrouvé à dormir toute la nuit pour la première fois depuis des années, le poids de la vigilance se transformant en quelque chose comme de la confiance. En ce premier vrai matin de printemps, alors que la vallée scintillait sous un pâle soleil, et que les dernières plaques de neige tenace s'accrochaient seulement aux ombres les plus profondes, j'étais assis sur le porche avec une tasse de café réchauffant mes mains. Lila était allongée à côté de moi, son corps étiré confortablement, les yeux mi-clos dans un contentement serein. En bas, Marie se tenait dans la cour, la lumière du soleil accrochée dans ses cheveux sombres alors qu'elle levait les yeux et souriait, un sourire qui ne portait aucune question, seulement une présence. J'ai respiré l'air frais et propre et j'ai senti la réponse s'installer en moi. Il y avait des endroits qui semblaient vides jusqu'à ce qu'on choisisse de rester. Il y avait des hivers qui ne se terminaient pas par une victoire, mais par l'appartenance. C'est bizarre tout ce qui est arrivé, non? On se demande ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Est-ce que j'ai fait le bon choix, tout compte fait, en m'impliquant autant? Et aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur. Probablement les deux. C'est comme ça la vie, n'est-ce pas? Rien n'est évident. Rien n'est parfait. Mais c'est